Puis le lendemain, c'était bien pire. Il a fallu qu'on déménage d'hôtel pour aller à un hôtel sur une île, l'île de Zamalek, pour échapper à... La foule voulait brûler notre hôtel. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient là. C'était extrêmement violent. Mais tu sais, c'est encore une fois une période où c'est pour ça que j'ai écrit mon livre sur la ligne de feu. Parce que j'ai été chanceux. J'étais sur la ligne de feu. Tout le temps. Ben, carrément. C'était et mes collègues l'étaient aussi. On était. Une balle dans le genre. Ouais, on avait cette chance d'être dans l'action et d'avoir les moyens d'être là. Parce que l'information à l'étranger, ça coûte cher. Faut que tu te rendes sur place. Maintenant, il faut que tu aies des gardes du corps ou presque. Il faut que tu aies, je vais en profiter que tu parles de ça, justement, parce qu'à un moment donné, quand tu étais en Égypte avec ton caméraman, lui, il s'est fait attaquer violemment. Oui. Puis vous avez même cru peut-être perdre... y rester, là, ça n'avait pas été de l'armée là, qui vient vous chercher. D'ailleurs, tu pourrais le rencontrer. Lui, ça serait un personnage qui te parlerait. Sylvain Castonguay, il est à Montréal maintenant. Puis je lui ai parlé de ça... il y a quelques jours à peine. Ah ouais. Et puis, c'était une période... Tu veux raconter le contexte? L'idée, c'est que... Printemps arabe, tant qu'à moi? En 2011, en fait, ça commence en 2010. Moi, je me souviens, je suis dans un centre d'achat à Montréal. Puis, il y a un homme qui s'approche de moi et il est d'origine tunisienne. Et il s'approche de moi puis il me dit, « Monsieur Lépine, savez-vous ce qui se passe en Tunisie? » On était à peu près le 17 décembre. Et je lui dis non. Il dit, il y a un jeune qui vient de se suicider en s'immolant par le feu dans son village. Et le président du pays, qui était un dictateur, le président Ben Ali, est allé le voir à son chevet. Il a assisté à sa mort et tout ça. Et puis, il dit, je vous le dis, Monsieur Lépine, il dit, dans quelques jours, le président Ben Ali va devoir se retirer du pouvoir. Puis là, on dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis on réalise qu'il y a cette espèce de révolte populaire qui est en train de couver, qui couve depuis un certain temps. Puis moi, j'en avais parlé pour l'Égypte, j'en avais parlé pour d'autres pays du Moyen-Orient, parce qu'on sentait l'insatisfaction des populations, un peu comme l'Empire soviétique. Tu sais, les gens se rendent compte graduellement qu'ils vivent sous des régimes autoritaires, puis leur vie, c'est une vie de misère. Les gens, à un moment donné, en ont assez. La Tunisie, c'est un des pays les plus éduqués d'Afrique. Et donc, les jeunes universitaires, comme le jeune qui s'immole par le feu, ils font des diplômes universitaires puis ils n'ont pas de job. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il vendait des légumes sur la place publique pour faire vivre sa famille. Son père était mort et la mère dépendait de lui. C'était le plus vieux. Puis à un moment donné, il y a une agente de police, en tout cas, c'est pire encore dans le monde arabe, là, qu'une femme lui interdise lui enlève lui dit, as-tu ton permis? Il n'avait pas de permis, il essayait de gagner sa vie. Puis là, lui l'insulte, je pense qu'elle lui donne même une claque, et puis lui confisque son petit chariot avec ses légumes. Et lui, c'est l'insulte suprême, puis c'est son gagne-pain qui disparaît, puis c'est une policière qui est issue d'un régime dictatorial que les gens haïssent, et il s'immole par le feu, mais ça déclenche une affaire. Et là, l'Égypte, tout le monde va y passer. La Syrie, la Libye, ça va se terminer différemment dans chacun de ces pays-là. Mais quand je suis avec mon caméraman, on vient d'arriver au Caire, parce que là, il y a un régime militaire, le président Moubarak, qui est là depuis 20 ans, et que je connais, que j'ai déjà interviewé, et qui s'accroche au pouvoir, puis l'Égypte va mal, puis la jeunesse égyptienne. C'est des pays où il y a énormément de jeunes. Les gens font des enfants, puis il y a beaucoup de jeunes. Puis les jeunes sont en chômage. Dans un pays comme l'Égypte, là, tu peux pas avoir un emploi décent avant l'âge de 35 ans, tu peux pas avoir d'appartement, tu peux pas avoir... Alors, t'es frustré, tu peux pas te marier si t'as pas d'appartement, si t'as pas de job, tout ça, dans beaucoup de pays. Et donc, il y a une frustration terrible. Et puis, tout ça bouillonne. Puis, les gens sont dans la rue, demandent le départ de Moubarak. Et il y a des affrontements entre les partisans de Moubarak, qui sont ultra violents, qui se promènent avec des barres de fer, puis etc. Et puis, des manifestants pacifiques qui sont dans la grande place au centre du Caire, qui s'appelle la place Tahrir. Et tous
ces gens-là se regardent puis s'affrontent régulièrement. Puis nous, on s'en va là-dedans tout de suite après être arrivés parce qu'on veut voir. Puis on a une petite caméra portative parce qu'on s'est fait saisir notre caméra à l'aéroport en arrivant. Ça, on pourra en parler si on a le temps. Mais, et donc, on a une petite caméra puis on s'en va tous les deux. Et puis à un moment donné, on a un jeune documentariste égyptien qui était avec nous qui nous dit là, il faut s'en aller. J'entends ce que les gens disent, là, puis il nous regarde. Puis votre interprète un peu? Ouais, c'est ça. C'est un jeune que je connais, puis je l'ai souvent utilisé quand je suis allé dans ce pays-là. Mais lui, il nous dit il faut s'en aller tranquillement, puis il disparaît. On le voit plus. Là, on est pris dans la foule. On parle pas arabe. On parle anglais, évidemment. Et c'est là que mon caméraman se fait prendre par deux gars et puis qui le prennent, on ne sait pas trop pourquoi, puis il s'éloigne un peu de moi, puis là, il se fait donner un coup de poing sur la gueule par quelqu'un d'autre, puis là, après ça, il se fait battre. Puis, en tout cas, c'est une séquence d'événements qui fait que j'essaie de l'aider. On me dit moi-même, on me sort de là, puis on me dit, si tu veux pas avoir le même sort que lui, va-t'en. Et puis lui... on le prend pour on ne sait pas quoi, parce qu'il faut dire qu'il est habillé de façon particulière. Il a un crâne complètement rasé. Il est habillé tout en cuir noir. Les gens ont prévenu dans les médias, le président et tous ses partisans ont prévenu dans les médias que tout ce qui se passait, c'était dû aux étrangers, et en particulier aux Israéliens, qui étaient derrière ce complot-là pour renverser le gouvernement égyptien. Est-ce que la foule l'a pris pour un Israélien? Mais il a fallu que j'aille convaincre des soldats égyptiens qui étaient postés à un coin pour qu'ils viennent m'aider à le sortir de là. Fait que pendant que ton caméraman se fait battre, il faut que tu essayes d'aller trouver de l'aide. Je peux rien faire, je peux pas m'approcher parce qu'il m'éloigne. Puis là, finalement, je convainc les soldats de venir avec moi. Et puis là, avec leur Kalachnikov, ils tirent dans les airs, ils font peur à la foule se tasse, ils le prennent, ils l'emmènent. Et, puis, et finalement, on va passer une partie de la nuit enfermé dans un local protégé par l'armée jusqu'à ce que la foule se tanne d'attendre qu'on sorte, parce que si on était sortis... OK, fait qu'ils vous attendaient. Ouais. Fait que vous n'étiez même pas encore tiré de pétrin. Exactement. Ça a pris jusqu'à 4 heures du matin pour qu'on nous ramène à notre hôtel. Puis le lendemain, c'était bien pire. Il a fallu qu'on déménage d'hôtel pour aller à un hôtel sur une île, l'île de Zamalek, pour échapper à... La foule voulait brûler notre hôtel. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient là. C'était extrêmement violent. Tu devais avoir la chienne, tu devais avoir peur. Oui, mais comme je te dis, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Là, on est peut-être... Ce qui fait qu'on a plus peur, c'est qu'on est peut-être un peu plus conscient, parce que je raconte sur la ligne de feu, quand je suis allé en Iran la première fois, c'était la guerre entre l'Iran et l'Irak, puis on se fait amener au front, puis on n'est pas conscient de ce qui se passe, puis on a failli mourir, parce que les Irakiens nous tiraient à vue d'œil de l'autre côté du fleuve, et puis... L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ça soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.